Là, on est au fin fond de la Roumanie, en Transylvanie, et on va aller interviewer Jean Rivière, qui est une référence dans le marketing digital et dans le business en ligne. Donc on va y aller, on va prendre un quad à un moment donné pour pas avoir le pantalon et les chaussures toutes boueuses. Juste avant, vous pouvez recevoir gratuitement les démonstrations de logiciels marketing qui sont inédits en France pour exploser vos résultats en ligne. Il suffit de vous inscrire juste en dessous. Bon, voilà l'endroit, on attend le quad. En attendant, on voit les vaches. Tiens, voilà le quad qui arrive. Voilà, on est sur le terrain de Jean, on va lui poser quelques questions sur le business en ligne et sur le mindset qui, j'espère, vont vous apporter un maximum de valeur ajoutée. C'est parti. Salut, on est avec Jean Rivière pour une interview un peu spéciale. On va essayer de le faire en mode efficacité. C'est peut-être pas le genre de truc que tu as l'habitude. Le but, ça va être de te poser une dizaine de questions. Tu vas voir 1 minute maximum. Je peux prendre un chronomètre même pour... au bout d'1 minute, en fait, je te coupe pour que ça dure pas 3 plombes. Donc Jean, tu es une référence dans le web marketing, dans le business en ligne, et le but, voilà, c'est que tu apportes un maximum de valeur. Si tu avais que 1 minute, par exemple, pour répondre à une question, et qu'il te restait 1 minute à vivre, qu'est-ce que tu dirais en fait sur ce sujet? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que ça te convient? Alors ouais, c'est tout à fait clair. Bonjour d'abord, bonjour à tout le monde. Moi, mon meilleur conseil, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de faire attention à ce qu'on voit sur... C'est-à-dire, on peut vite être impressionné quand on commence dans ce métier-là, à regarder des vidéos YouTube. Tu vois machin qui fait 200 000 vues, machin qui fait 1 million de vues, et tu te dis, voilà, faut que je fasse des vues pour gagner de l'argent en fait. Alors que tu as plein d'entrepreneurs de l'ombre, il y a des coachs, il y a des formateurs aussi, il y a des prestataires de services qui soit ne font pas de vues ou sont même pas sur YouTube ni Instagram, soit sont dessus et vont pas faire forcément beaucoup de vues, mais qui ont un business qui est ultra efficient. C'est-à-dire que quand ils vont contacter quelqu'un, par exemple moi j'ai un ami qui est coach, quand il y a quelqu'un qui le contacte, tu as 55% de taux de transformation sur quelque chose qui va coûter plusieurs milliers d'euros. Donc si tu veux, il y a une différence entre faire 200, 300 000 vues et avoir un business qui est très peu efficient. Moi j'aime bien comparer ça finalement à l'essence que tu mets dans une voiture. C'est-à-dire tu prends la voiture d'il y a 30 ans, il fallait je sais pas combien de litres pour parcourir 100 km. Aujourd'hui tu as des voitures qui sont ultra efficientes, de la même façon l'isolation des maisons si tu veux. Et donc il faut pas avoir peur de ça. C'est-à-dire se dire je peux pas me lancer parce que j'ai essayé de faire des vidéos et j'ai pas 300 000 vues par vidéo, c'est pas un problème à condition d'avoir les bonnes méthodes. Donc ça veut dire il faut travailler différemment aussi, c'est-à-dire ne pas vendre les mêmes choses ou ne pas travailler sur les mêmes systèmes de business qu'un système de business qui est adapté au gros business avec des gros vues, enfin avec les, tu vois, un business avec des grosses vues. Donc notamment moi ce que je conseille c'est d'avoir un business dans lequel tu as de la fréquence, c'est-à-dire plutôt que de devoir avoir toujours des nouveaux clients, toujours trouver des nouvelles personnes, proposer plus de choses aux mêmes personnes ou proposer des choses sur la durée comme un abonnement ou proposer quelque chose qui a une valeur plus importante. Mais c'est-à-dire baser son business ou le structurer dès le départ pour qu'il soit adapté à une petite audience. Ça te permet, même si tu as une plus grosse audience plus tard, de pas jouer à la roulette, c'est-à-dire de pas avoir un projet dans lequel ça peut juste pas marcher si tu n'atteins pas la célébrité en fait. C'est-à-dire vraiment choisir quelque chose qui n'est pas dépendant de la célébrité. Comme ça, tu peux gagner ta vie même si tu deviens pas, je sais pas moi...
j'ai pas de nom qui me passe par la tête, mais si tu deviens pas quelqu'un d'ultra connu, bah ça marchera quand même, tu vas gagner ta vie, ça va être pépère. Et si tu deviens ultra connu, bah c'est juste un plus en fait et c'est cool quoi. Voilà. Ok, super, merci beaucoup Jean. On va commencer à te poser ces questions un peu chronométrées, voir après s'il y a des questions qui te saoulent, on les passe. La première des questions, donc je te la pose et après je mets le compteur. Imagine que tu dois convaincre par exemple des jurés The Voice, donc ils sont dos à toi, de te suivre et d'acheter tes produits. Comment tu fais par exemple pour ton pitch en 1 minute pour leur donner envie de te suivre ou d'aller plus loin, de se retourner finalement pour te suivre? Alors, si tu veux vendre quelque chose, c'est très difficile de répondre comme ça parce qu'il n'y a pas de méthode de vente universelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est de savoir ce que les gens veulent. Ce qui est le plus facile à vendre, c'est toujours ce qu'une personne désire le plus. Et en fonction de la personne à qui tu t'adresses, finalement, même si tu as les meilleurs templates de vente, les meilleurs plans d'argumentaire, les meilleures techniques, si la personne qui est en face de toi n'a pas un problème auquel tu peux apporter une solution ou ne veut pas ce que tu lui proposes, c'était Gary Albert qui disait que la meilleure astuce marketing ou la meilleure astuce de vente, c'était de se mettre à l'endroit. Il donnait l'exemple d'un vendeur de sandwich qui va se mettre à la sortie par exemple d'une discothèque où les gens ont faim, où il n'y a rien d'autre d'ouvert, et bah tu vas être le seul à cet endroit-là. Et même si tes hamburgers ou tes sandwichs sont pas les meilleurs du monde, même si ta pub elle est un peu pourrie, même si les noms de tes produits sont pas top, même si les prix sont élevés, bah tu es à l'endroit où il y a des gens qui ont faim ou qui veulent vraiment ton produit. Alors les gens de The Voice, honnêtement je pourrais pas te répondre parce que je pense que l'idée c'est davantage de capter l'attention dans ce cas-là. Mais finalement ce qu'ils veulent c'est quoi quand Une minute. Ah ok, bon bah voilà. Ok, merci Jean. Autre question, c'est un sacré challenge peut-être, mais bon. Alors, ça a été quoi ton plus gros coup dur, que ça soit technique ou émotionnel, peu importe, qui a impacté finalement ton business et comment tu as surmonté ce truc-là, cet obstacle? Alors les coups durs, il y en a eu beaucoup, faut que j'en choisisse un, je sais vraiment pas lequel choisir parce qu'en 1 minute tu peux pas parler des plus, c'est très difficile. C'est peut-être finalement l'envie de se réinventer tout le temps, qui est sympa au début parce que moi j'ai beaucoup changé mon truc en fait, c'est-à-dire que dès que j'ai un truc qui marche, j'ai tendance à vouloir faire autre chose parce que j'aime pas quand c'est statique en fait. Ça m'a permis, le gros avantage de ça, c'est que ça m'a permis de tester énormément de choses au fil des années. Mais aujourd'hui, j'essaye d'aller un peu vers plus de stabilité. Je dirais que la plus grosse bêtise, entre guillemets, que j'ai fait, c'était pas une bêtise sur un moment précis ou un mauvais choix que j'ai fait, mais c'est plus sur tu vois, d'avoir toujours cherché à finalement aller voir ailleurs si l'herbe était pas plus verte. Et puis voilà. Mais bon, en même temps, c'est la vie et j'ai un peu vécu ça aussi sur le plan personnel avec les voyages, et ça donne une expérience riche. Mais il y a peut-être un moment dans la vie où ça fait du bien de se poser un peu. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je garantis pas que voilà, ça soit le cas sur tous les aspects, mais c'est ce que j'essaye de faire. Super, merci Jean. Autre question, si tu perdais tout aujourd'hui, par exemple, que ce soit ton audience, tes sites, bref, toute ton activité, comment tu t'y prendrais pour devenir indépendant financièrement le plus vite possible? Je ferais à peu près la même chose que ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire trouver le truc du moment qui permet de toucher les personnes, de trouver des gens. Aujourd'hui, moi, c'est YouTube qui me semble le plus évident. Pour d'autres personnes qui ont plus de difficultés, par exemple, à faire des vidéos, ça va être autre chose. Pour moi, c'est YouTube. Ça veut pas dire de faire des millions de vues sur YouTube, ça veut dire d'avoir un message qui intéresse les gens. Ensuite, de faire en sorte que ces personnes aient envie de venir, par exemple, sur une mailing list ou ailleurs. Et ensuite proposer un produit, soit proposer beaucoup de produits comme j'expliquais tout à l'heure pour faire en sorte qu'il y ait plus de choses proposées aux mêmes clients, soit proposer un abonnement, c'est-à-dire travailler sur la durée avec les mêmes personnes. Voilà. Et finalement, que tu démarres ou que tu aies déjà une expérience derrière, c'est moi ce qui me semble faire le plus de sens. Ou en tout cas ce que je ferais si je démarrais de zéro aujourd'hui. Après, je peux ajouter une chose. Et là, je peux dépasser la 1 minute parce que c'est plus sur le même sujet. Mais moi, j'aimerais bien aussi, c'est l'un de mes rêves pour la retraite, un jour, je sais pas, d'avoir une sorte de truc de chambre d'hôte ou de gîte rural à la campagne, avec pas des clients d'Airbnb ou de Booking.com, mais juste des gens avec lesquels on partage certains sujets, certaines passions, certains trucs. Donc faire des vidéos sur un sujet ou sur juste les trucs qui m'intéressent et puis proposer aux gens qui veulent passer une soirée au coin du feu et en discuter, de venir passer quelques nuits. Voilà. Super. Autre question, si par exemple une personne qui est salariée, elle bosse avec un sprint par exemple par jour de 90 minutes, des sprints d'efficacité qu'on appelle, si elle travaille stratégiquement avec les bonnes méthodes pour développer en fait une activité en ligne, combien de temps selon toi, enfin une fourchette c'est très difficile de répondre, ça prendrait pour qu'elle puisse quitter son job et en vivre?
Alors ça c'est quelque chose, c'est une question effectivement à laquelle il est extrêmement difficile de répondre parce qu'il y a une énorme part de hasard en fait. C'est-à-dire que ça veut pas dire, le hasard c'est pas tu vas réussir ou tu vas pas réussir, c'est pas ça le hasard. Le hasard c'est je teste un truc, je sais pas si ça va marcher, on va voir. Je teste un deuxième truc, on va voir. Je teste un troisième truc, etc. Et donc tu le vois dans la vie de n'importe quel entrepreneur, il y a une série de tests, d'essais. Il y en a pour qui ça a pris plus de temps, d'autres moins. C'est pas forcément une question d'intelligence, machin qui est plus intelligent que machin. C'est juste que bah ouais, quand tu testes 10 trucs, c'est comme quand tu joues à la roulette, si tu mises sur le rouge, bah tu joues 10 fois, bah parfois ça tombe de 9 fois sur le noir quoi. C'est juste comme ça, c'est la vie. Donc en fait, faut pas perdre courage, c'est-à-dire que il faut tester aussi des choses dans lesquelles tu t'investis pas entièrement, c'est-à-dire tu vas pas mettre tout ton argent ou des années d'efforts sur ta première idée, tu vois. Je sais plus combien il y avait dans un bouquin là un auteur qui avait fait, enfin je sais plus, c'était un truc qui était cité, le nombre d'entreprises en moyenne qu'ont lancé les personnes qui sont devenues millionnaires. Et je sais plus quel est le nombre, mais c'est juste impressionnant. Et c'est là que tu vois que ça arrive très rarement du premier coup. Et donc ça veut dire faut pas... Voilà, bon, bah ça fera 1 minute 10, c'est pas grave. Mais non, mais de pas tout mettre dans le premier truc en fait. De pas se ruiner ou de pas mettre son avenir en danger parce que tu as une super bonne idée, tu crois que ça va tout révolutionner. Mais de voir ça comme une série d'essais, voilà. Et donc du coup, c'est aléatoire quoi. Ouais. Ok, une autre question, si par exemple on te mettait dans un domaine où tu connais absolument rien du tout et on te donne le challenge, tu as 24 heures pour créer une formation que tu peux vendre entre 100 et 200 euros. Comment tu t'y prendrais? Est-ce que tu prendrais par exemple les 3 best-sellers d'un domaine et tu fais une synthèse selon une problématique? Comment tu ferais? Alors, moi je suis convaincu qu'il y a 2 façons de faire des formations comme d'aider les gens ou d'enseigner finalement. Il y a par exemple un coach sportif. Le coach sportif, sa valeur, c'est pas, il connaît rien, il connaît rien au fonctionnement des muscles et tout machin, c'est juste quelqu'un qui est bon pour t'encourager, qui va dire aujourd'hui on fait ça, si t'es un peu fatigué, il va dire ouais vas-y tu peux le faire, c'est quelqu'un qui est là pour t'encourager, pour te donner un programme, pour te donner, tu vois ce que je veux dire, comme beaucoup par exemple de coachs en nutrition qui vont faire la même chose, qui vont t'apporter du soutien ou qui vont t'encourager, te donner des calendriers, mais c'est pas un docteur, tu vois, il a pas fait un doctorat sur la nutrition en fait, et souvent les connaissances de fond, donc on n'a pas besoin d'être un expert. Certaines personnes font tout leur business justement là-dessus, sur l'encouragement qu'ils vont donner, sur les plans d'action par exemple. Je sais pas, si tu parles de nutrition, les principes ils sont toujours les mêmes, tu vois. Je veux dire, manger plus de protéines, manger moins de ceci, manger moins de cela. Bon, à partir de ça, il y a plein de choses que tu peux faire pour encourager les gens. Moi, ce que je ferais, c'est lire un bouquin de base, vraiment la base de la base, et ensuite de préparer quelque chose qui permette d'encourager les gens à passer à l'action. Quand ils ont un doute, quand ça marche moins bien, de les soutenir. Voilà, c'est ça que je ferais. Voilà, ça fait sens ou pas? Ouais. Impeccable, ouais, parfait. Autre question, imagine, il y a une personne salariée, elle rêve de vivre du web, mais par contre le problème c'est qu'elle n'a pas une passion assez forte. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas spécialement une passion pour en faire un business durable et pour être formateur sur ce truc-là, puisque à moyen ou long terme, il y aurait une perte de sens pour ces gens-là. Qu'est-ce que tu réponds à ce genre de personnes? Alors ça c'est un vieux débat, tu as des gens qui te disent il faut faire un métier passion, et d'autres ils disent faut surtout pas parce que ta passion ça deviendra l'inverse d'une passion vu que ça deviendra un boulot. Bon, il y a quand même le fait que quand tu aimes ce que tu fais ou quand tu aimes le sujet, ça va être moins pénible pour toi, et quand c'est moins pénible, tu vas moins procrastiner, tu vas apprécier les gens pour qui tu fais le truc, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, ça reste important que il y ait une part de passion dedans. Maintenant, quelqu'un qui a aucune autre passion que la passion pour l'argent, par exemple, ou les résultats, ou ceci et cela, finalement, elle peut choisir à peu près n'importe quoi, mais plutôt que choisir n'importe quoi, je pense que ça fait quand même sens de choisir quelque chose avec lequel tu es familier. Donc même si toi, tu n'as rien, te demander les personnes autour de toi, ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme, dans quel domaine il bosse, par exemple s'il est comptable et que tous tes potes, tous ses potes sont comptables, tu fais pas mal de soirées avec des comptables, bah tu connais leurs problématiques, même si toi c'est pas ta passion, vu que tu es dans cet environnement-là où, je sais pas, ton mari ou ta femme est kiné, bon bah tu connais quelques kinés, tu connais un peu les galères, les trucs qui leur passent dans la tête, bah peut-être que tu vas avoir plus d'empathie pour ces personnes-là, et donc ça va être plus facile de délivrer un message finalement à des personnes que tu connais ou dont tu connais le milieu. Donc moi le conseil que je donnerais si on a zéro passion, c'est de choisir de s'adresser à des personnes, voilà, quand on est familier un peu avec le milieu dans lequel elles évoluent, leurs problèmes, etc. quoi. Ok, super. Une autre question, il n'y en a plus que 4. Alors, durant les périodes où tu pars en live, ça t'est arrivé plusieurs fois, et que tu changes tout dans ton activité, comment est-ce que tu surmontes la peur de perdre ton audience ou de montrer peut-être une facette qui fait que tes clients ils vont pas s'y retrouver, ou peut-être que tu seras allé trop loin d'une certaine manière?
Bah, moi, le truc, et ce que je disais un peu tout à l'heure aussi, c'est que moi, j'aime bien quand les choses sont difficiles. Donc, c'est un peu un problème que j'ai, c'est que j'aime bien quand il se passe un truc, quoi. Voilà, donc quand il se passe rien, c'est un peu chiant. Donc, j'ai tendance un peu à pousser les limites. Moi, j'adore recommencer un truc de zéro. J'ai aussi des souvenirs, un peu comme tous les entrepreneurs, des premières années où tu étais dans le truc, où tu as inventé les machins, tu as un peu envie de revivre ça aussi. Et forcément, c'est des périodes dans lesquelles tu es un peu en danger et ça donne du challenge, ça fait du bien. Donc, du coup, ça me fait jamais peur. Sinon je le ferai pas, quoi. Voilà. Après, voilà, il y a un moment, il faudrait peut-être que je me calme si tu me poses la question, mais ça m'a fait plaisir à chaque fois et j'ai pris du plaisir à le faire à chaque fois et ça m'a permis aussi de peut-être trouver des moyens de le faire. Moi, je crois beaucoup dans les contraintes. Par exemple, si tu dis il faut que je crée une formation, bon bah ça va être un peu compliqué. Maintenant, si tu te dis j'ai 2 heures pour créer une formation, ça devient plus simple. Ou si tu te dis je veux gagner tant d'argent, ça peut être compliqué. Si tu dis je veux gagner tant d'argent en travaillant X heures par semaine, tu vois. Moi j'aime bien fixer des contraintes, ça permet souvent de trouver des solutions créatives auxquelles tu n'aurais pas pensé autrement. Donc ça fait aussi un peu partie de ça, quoi. Donc voilà. Ouais. Super. Alors, s'il y a une pandémie demain du web, le web mondial est coupé, Ouais. qu'est-ce que tu fais pour gagner ta vie? Je plante des carottes juste là et je les vends sur le marché. Mais je suis pas bon en truc d'ailleurs. Moi, c'est pas mon métier, hein, donc je vais voilà. Qu'est-ce que je fais pour gagner ma vie? J'en sais rien du tout. Probablement la même chose. Tu sais, tu peux faire encore une fois notre métier. Il date pas du web. Hein. Tu te mets dans le champ là, tu prêches à une audience sur le, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être des livres. Tu peux faire la même chose avec des livres si on peut les vendre hors web ou organiser justement ce que je voulais faire pour la retraite, c'est-à-dire un gîte rural ou un truc comme ça, où les gens viennent et voilà, tu fais un feu de bois, tu fais un barbecue, tu fais un truc, et on fait connaissance, on parle de sujets qui nous intéressent, et en même temps, tu peux gagner ta vie avec un gîte rural en louant des chambres. Voilà. Ouais, super. Alors, on voit souvent, enfin, par exemple, au niveau dropshipping, il y a plein de, par exemple, Sébastien Cerise, je ne sais pas si tu connais, qui faisait du e-commerce. Il parlait, par exemple, de jeunes type Anthony Taylor, qui a 18 ans, 19 ans, il faisait déjà plusieurs millions d'euros par an en dropshipping et même plusieurs millions par mois. Dans ce cas-là, si tu as une personne qui a une motivation, par exemple, pour gagner de l'argent sur le web, pourquoi il se dirait, pourquoi je ferais formateur et peut-être que si je faisais du dropshipping... Les millions, c'est pas des vrais millions en dropshipping. Il y a y a le chiffre d'affaires et il y a combien tu gardes après. Et après, il y a aussi le fait que le dropshipping, c'était un peu un passage. Après, bon, il y a d'autres façons de le faire aujourd'hui, mais il y a eu la grosse période dropshipping, aujourd'hui c'est terminé. C'est comme il y a eu beaucoup de grosses périodes où c'est terminé. Les formations, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des façons de le faire aujourd'hui, tu vois. La formation, c'est pas pour tout le monde non plus. Comme le dropshipping, c'est pas pour tout le monde. Il faut aimer ça, il faut aimer, voilà, il faut aimer faire se débrouiller avec la pub Facebook ou avec autre chose. Il faut aimer, voilà, c'est que ça n'a absolument rien à voir. La formation, c'est pas quelque chose, moi, que je conseillerais à tout le monde. C'est quelque chose que je conseillerais à des gens qui ont une vraie passion sur un sujet et une soif d'enseigner ce truc-là, tu vois. Après, c'est pas pour tout le monde. Moi, il y a des gens, je sais pas, dans ma famille ou quoi, qui ont vraiment pas, tu vois, qui peuvent être... je sais pas, avoir autre chose sur lequel ils peuvent être excellents, mais ça, c'est pas, je les vois pas faire une formation, en fait. C'est pas pour autant qu'ils sont sur une mauvaise voie ou quoi, en fait. Et le tout, c'est de trouver quelque chose qui soit cohérent avec qui on est, avec ses atouts, etc. Moi, ça aurait été tout à fait possible que je devienne prof, par exemple, si j'avais pas bossé sur le web, tu vois, parce que c'est quelque chose, ma mère était prof, j'ai un oncle qui était prof, moi, j'aurais bien aimé faire ça, finalement, et c'est un peu ce que je fais sur le web. Une autre personne, pour qui ça va être autre chose, voilà. Il y a plein de voies, finalement, et heureusement, on fait pas tous la même chose, quoi. Voilà. Okay. Après, ouais, le dropshipping, c'est quelque chose qui, on a vu beaucoup de personnes qui sont rentrées sur le web via le dropshipping, c'est-à-dire ça a été un peu un appel d'air, comme il y en a eu d'autres aussi pendant toutes ces années-là, c'est-à-dire quelque chose qui a montré aux gens, parce qu'ils ont vu l'exemple de quelqu'un qui a gagné sa vie grâce à des produits ou grâce à ce qu'il faisait sur le web, ils ont eu envie de faire pareil. Il y a aussi beaucoup de gens qui rentrent par les formations, qui se retrouvent dans l'e-commerce, des gens qui rentrent par l'e-commerce, qui trouvent finalement que la formation c'est peut-être une voie qui leur convient mieux, et donc du coup il n'y a pas non plus un truc qu'on décide pour toute sa vie, et comme moi de la même façon j'ai commencé en faisant des sites web pour des clients, j'ai fait quand même pas mal de trucs sur le web avant de me stabiliser sur la formation, et voilà. Okay. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Impeccable. Ouais, okay. J'en ai une dernière pour toi. Aujourd'hui, imagine, tu as 100 000 euros à investir dans un plan. Quel est selon toi le plan d'investissement idéal pour toi aujourd'hui pour faire travailler ton argent? Par exemple, est-ce que tu mets 100% dans l'immobilier? Est-ce que tu fais du permanent de portfolio où tu divises en 25% selon les 4 saisons de l'économie? Est-ce que tu mets tout, par exemple, juste dans un ETF de type VTI? Est-ce que tu investis dans l'or? Ou est-ce que tu vas au casino, tu mets tout à la roulette sur le 17?
Sur le 18 plutôt. Non. 18. Non, moi j'aurais répondu les ETF ou ce qu'on appelle un lazy portfolio, c'est-à-dire tu sais, ces portefeuilles passifs en fait dans lesquels tu vas avoir des choses. Après tout dépend du montant, c'est-à-dire tu peux pas donner les mêmes conseils à quelqu'un qui a 1000 € de côté, qui veut un peu, voilà, enfin ça va lui faire plaisir s'il fait x2, mais en même temps il prend pas beaucoup de risques. Et puis quelqu'un qui a, c'est même pas le montant, c'est ce que ça représente pour toi. Quelqu'un qui a trimé pendant 20 ans dans un boulot, qui a économisé tous les centimes qu'il a pu économiser, tu vas pas lui dire d'aller mettre ça sur, tu vois, sur des trucs qui font du yo-yo, voilà. Donc en fait, tu peux même pas donner de conseils là-dessus, dans le sens où tout est lié à, comment dire, la personnalité de la personne, d'où vient l'argent, est-ce que tu as trimé pour avoir cet argent, qu'est-ce que tu veux en faire, dans combien de temps, etc. Pour moi, ce qui fait le plus sens, c'est les portefeuilles passifs. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui autour de ça. Il y a plein de gens aujourd'hui qui en parlent, ça devient mainstream en Europe, ça l'était aux États-Unis depuis il y a 10-15 ans. Il y a plusieurs problèmes éthiques qui se posent avec ça aujourd'hui, et beaucoup de gens qui sortent un peu des ETF et tout. Bon, moi, j'en suis pas encore sorti, mais c'est vrai que ces problèmes existent. Le premier problème, c'est que quand tu investis sur le marché global, par exemple, tu vas avoir forcément de l'argent, c'est-à-dire, tu vois, sur un truc représentatif de l'économie d'un pays ou d'une région, tu vas avoir forcément une partie de cet argent c'est-à-dire que tu vas investir dans des entreprises qui vont exploiter des gamins en Chine ou je sais pas où, dans un sous-sol, je sais pas où, des machins qui font tu vois, qui causent des désastres écologiques, etc. Donc de plus en plus, il y a des gens qui se posent cette question-là qui est valide. Il y a une deuxième question qui est sur les entreprises comme BlackRock et ces conglomérats, si tu veux, qui du coup ont de plus en plus de pouvoir, si tu veux, sur les entreprises, parce que donc c'est des questions qui sont valides. Moi, j'ai pas de réponse à ça, mais c'est des questions que je trouve valides et qui vont probablement, au fil des prochaines années, me faire un peu peut-être revoir mon approche de ça. Après, sur un plan typiquement avoir des résultats, c'est-à-dire pour moi un résultat, c'est pas que le profit, c'est aussi est-ce que le truc il va être stressant en période de doute ou en période de, tu vois, en période plus difficile. Pour moi, c'est ce qui fait le plus sens aujourd'hui. Maintenant, je reconnais qu'il y a ce problème-là, auquel je t'avoue que j'avais pas pensé avant, mais c'est vrai que de plus en plus de gens en parlent et que c'est un problème valide. Ça mérite qu'on y réfléchisse, mais pareil, les réponses elles sont individuelles et c'est en fonction de voilà. Ça te convient comme réponse ou pas? Ouais. Super. Ok, merci beaucoup Jean pour énormément de valeur en mode super condensé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut te suivre aujourd'hui? J'ai une chaîne YouTube, donc Jean Rivière, et je crée aussi pas mal de contenu pour une communauté qui s'appelle Web Marketing Junkie, donc j'en parle sur la chaîne YouTube, donc il suffit d'aller voir sur la chaîne YouTube. Et un dernier conseil, c'est peut-être de sortir du web, justement, parce que là on est dans un champ, on est à même un champ, et quand tu es dans un champ, tu as souvent des meilleures idées, c'est-à-dire la prise de recul, parfois, amène beaucoup plus de déclics. Enfin, tous les grands déclics qu'on a dans la vie, c'est jamais quand on est devant un ordi, un cahier, quand on est en mode travail acharné, c'est souvent quand on arrête, quand on ferme le truc, et quand on prend ne serait-ce que quelques heures ou une journée pour se détendre un peu, voir un peu autre chose, et voilà, voir un peu tout ça de loin, tu vois, regarder les étoiles, regarder les arbres, et du coup, tu ressens que tes problèmes sont tout petits, et souvent, tu as des déclics qui te permettent de trouver des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé si tu t'acharnais. Voilà, peut-être ça, le conseil que je donnerais. Ok, super, merci beaucoup. Likez cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris quelque chose. Et puis, excellente journée à vous. Salut chez vous. Salut.